Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va être la suite de la précédente où je vous avais parlé du disque intervertébral et qui était une vidéo plutôt axée anatomie. Et aujourd'hui je vais vous parler de la hernie discale. Et on va tout de suite commencer avec une définition. Alors avant de vous la citer, en fait il faut savoir qu'il y a une définition médicale beaucoup plus complexe que vous pouvez retrouver dans l'article que j'ai écrit justement sur mon site internet. Donc la hernie discale, ça va être le déplacement de matériel discal. Alors en général on va tout de suite penser au noyau, mais ça peut être du noyau, ça peut être du tissu annulaire, ça peut être du cartilage, ça peut être de l'os, ça peut être un mélange de tout ça. Et donc ça va être le déplacement de matériel discal en dehors de l'espace discal intervertébral. Et donc l'espace discal intervertébral, qu'est-ce que c'est? Ça va être un espace qui va être limité en avant et en arrière par les extrémités des corps vertébraux et en périphérie par les bords extérieurs des apophyses vertébraux. Les apophyses vertébraux, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement la jonction entre l'anneau fibreux et les corps vertébraux des vertèbres. Alors maintenant, je vais vous parler de la classification des hernies discales avec les différentes étapes de hernie discale. Et pour chacune d'entre elles, je vais vous mettre un visuel, comme ça vous aurez une représentation détaillée. Donc le premier disque, je vais vous mettre je vais vous l'afficher à l'écran, comme ça ce sera plus simple. Donc le premier disque, c'est un disque sain, où on voit qu'on n'a pas de matériel discal en dehors de la ligne en pointillé qui représente l'espace discal intervertébral. Ensuite, on va avoir le bombement discal. Donc voilà, le bombement discal qui peut être symétrique. Donc un bombement discal symétrique, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a le tissu annulaire qui dépasse de moins de 3 mm les bords des apophyses vertébrales de manière symétrique sur l'ensemble du disque. Donc ça c'est bombement symétrique. Ensuite on va passer au bombement asymétrique où là la définition ça va être qu'on va avoir du tissu annulaire qui va s'étendre au-delà des bords de l'apophyse vertébrale de manière asymétrique sur plus de 25% de la circonférence du disque. Bon là en fait je vous ai donné des définitions détaillées. Ce qu'il faut de toute manière retenir c'est que le bombement discal c'est la première étape entre guillemets de l'hernie discale, mais c'est pas encore considéré comme une hernie discale. Un bombement discal n'est pas une hernie discale. Ensuite on va passer au stade suivant qui va être la protrusion discale. Donc la protrusion discale, elle va se définir par le fait que dans la hernie, la base de la hernie, donc la taille de la base de la hernie va être plus grande que sa profondeur. Donc là, on est sur la protrusion. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'extrusion discale, et là ça va être l'inverse, ça veut dire cette fois-ci que la profondeur, la taille de la profondeur de la hernie va être supérieure à celle de sa base. Donc ça c'est l'extrusion. Et le dernier grade, ça va être la séquestration. Et là dans la séquestration, en fait, le matériel discal qui est expulsé n'a plus aucun contact avec le disque d'origine. Voilà. Alors après vous avoir parlé de la classification des hernies discales, je voulais juste faire un petit point sur la forme du disque. En fait, les disques varient d'un individu à l'autre et il y a deux formes qu'on peut retrouver et qui vont avoir un impact sur le risque de hernie discale ou alors sur l'évolution de celle-ci, notamment lors de la migration du noyau. Donc je vais vous mettre un visuel et ça va vous parler tout de suite. En fait, on va avoir les disques de forme ovale, où quand on va avoir donc les fibres de l'anneau qui vont être rompues, on va avoir une migration du noyau qui va être un peu plus diffuse parce que lui, en fait, il ne va pas condenser les contraintes mécaniques sur une toute petite zone, et donc ça va expliquer la migration un petit peu diffuse du noyau. Par contre, ceux qui ont des disques de forme réniforme, eux, en fait, ils vont concentrer les contraintes mécaniques vers des plus petites zones et on va avoir en fait une migration du noyau, toujours quand le tissu de l'anneau va être rompu, on va avoir une migration beaucoup moins diffuse en fait, beaucoup plus précise et ça peut jouer sur notamment certaines thérapies. Par exemple la thérapie Mackenzie, a priori ça marcherait mieux sur les personnes qui ont des anneaux de type réniforme. Alors maintenant, on va voir le lien entre atteinte discale et pathologie, notamment la douleur. Alors pour ça, je vais vous citer une étude que vous avez sûrement déjà vu passer, où en fait, on a fait passer des examens d'imagerie, donc des IRM, à des personnes asymptomatiques, et on a retrouvé chez ces individus-là des atteintes discales. Alors dans l'étude, il regarde aussi les atteintes articulaires, etc. Bon, aujourd'hui, on va se concentrer juste sur le disque. Et donc on retrouve des atteintes discales chez des personnes asymptomatiques. Et je vais vous mettre un petit graphique que j'ai fait à partir de cette étude où on voit donc la dégénérescence discale,
le bombement discal, la protrusion discale, et on voit ça donc en fonction de l'âge, on voit qu'on a de plus en plus de pourcentage de gens qui vont avoir ces atteintes-là. Donc en fait, c'est pas forcément des processus pathologiques, ça peut aussi, c'est aussi un processus évolutif normal lié à l'âge. Et en général, on s'arrête un petit peu sur ça et on se dit bon bah voilà, si les personnes asymptomatiques ou aussi des atteintes discales, bon bah on s'en fiche un petit peu de si on en a ou non. Mais il faut savoir que le même auteur, la même année, il a aussi sorti, donc ça c'était une méta-analyse, il a sorti une autre méta-analyse dans laquelle il conclut en fait qu'il n'y a pas forcément de lien entre la douleur et ce qu'on voit à l'IRM, mais par contre ça peut être des facteurs de risque pour plus tard. Donc déjà, ça remet un petit peu en perspective les choses. Bon, par contre, il y a une étude qui est sortie encore plus récemment, hein, fin 2021, début 2022, et cette étude-là, elle conclut que peu importe en gros les résultats qu'on voit à l'IRM, ça ne peut pas prédire si la personne a ou aura une lombalgie, et ça ne peut pas non plus prédire la sévérité de la lombalgie future si potentiellement cette personne en développe une. Là maintenant, on va voir comment évoluent les hernies discales dans le temps. Alors, sur mon site, j'ai mis vraiment plein d'évolutions différentes en fonction de plein d'études. Là, on va se concentrer sur les chiffres d'une revue systématique qui vont être très parlants. Donc en fait, ça va, je vais vous dire le taux de régression spontanée des hernies discales en fonction du type de la hernie discale. Donc, il faut vous rappeler un petit peu tout à l'heure les schémas. Au pire, je vous les remettrai pendant la vidéo, comme ça, bon, ça sera beaucoup plus clair. Donc on va voir dans le cas d'une séquestration discale, on va avoir un taux de régression spontanée de 96%. Dans le cas d'une extrusion discale, on va avoir un taux de régression spontanée de 70%. Dans le cas d'une protrusion discale, on va être sur 41%. Et dans le cas d'un bombement discal, on va être sur un taux de 13%. Donc là, on voit que plus la hernie discale est grande, plus on va avoir un taux de régression spontanée élevé. Une autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir une résorption complète de la hernie dans 43% des hernies discales séquestrées et de 15%, donc pareil, hein, une résorption complète de 15% pour les hernies discales, les extrusions discales. Voilà. Donc ça c'est assez important à savoir. Et en plus de ça, on pourrait penser que plus la hernie est importante, plus il y a de risques de lésions nerveuses, hein, notamment vu qu'on a les racines et les nerfs spinaux qui passent pas loin. Donc, et en fait, ça, c'est pas du tout le cas. Hein. Peu importe la taille de l'hernie, même plus elle est grosse, on n'a pas forcément plus de risque d'atteinte nerveuse. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler des mécanismes de résorption des hernies discales. Donc il y en a trois qui reviennent le plus souvent dans la littérature. Le premier, ça va être la rétraction du noyau dans l'espace discal intervertébral. Le deuxième, ça va être la déshydratation du noyau. Et la troisième, qui va se produire surtout dans les cas de séquestration discale. En gros, on va avoir une inflammation et une néovascularisation qui va se mettre en place. Et on va avoir des enzymes et des cellules immunitaires qui vont reconnaître le noyau en tant que corps étranger et qui vont venir le phagocyter. Donc on va avoir des enzymes qui vont dégrader et une phagocytose. Juste une chose qu'il faut savoir, c'est que quand ça va se faire, on va avoir au fur et à mesure de l'évolution, donc de la digestion de ce noyau, on va avoir des fibroblastes qui vont arriver et qui vont faire du tissu fibreux qui peuvent parfois piéger et sensibiliser la racine, hein, et ça peut justifier l'intérêt de la neurodynamique. Alors du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, il y a l'article de mon site en description et on se dit à la prochaine. Salut!